Le nouvel article du New York Times affirme que le président des chefs d'état-major interarmés, le général Kane, a averti en privé l'administration Trump que reprendre d'importantes opérations de combat contre l'Iran était faisable, mais que cela épuiserait dangereusement les intercepteurs dont dispose le CENTCOM, selon le New York Times. Et quelle est votre compréhension de l'attaque contre l'Iran? Ils étaient censés attaquer massivement l'Iran, et cela ne s'est pas produit jusqu'à présent. Oui, et en fait, je ne pense pas que ça va se produire ce week-end. Au départ, je pensais que ça allait se produire vendredi. J'ai oublié de prendre en compte le fait que Trump allait avoir la Maison-Blanche. Évidemment, il va prendre la parole au dîner de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche. Donc vous savez, ça a été annulé. L'opération a été annulée ou n'a pas été mise en œuvre parce qu'il ne voulait pas détourner l'attention du moment de gloire de Trump. Ensuite, je me suis dit, bon, d'accord, aujourd'hui reste une possibilité. Mais j'ai appris au cours des 12 dernières heures environ que les cellules de planification fonctionnent de cette manière. Le Central Command à la base aérienne de MacDill dispose d'un centre d'opération. Ils y dirigent ce qu'on appelle une équipe d'action de crise. C'est là que les ordres sont émis. Par exemple, d'accord, prépare une frappe aérienne qui va frapper MacDill. Ce nombre de cibles va mobiliser ce nombre d'aéronefs. Et voici les objectifs. Ensuite, cet ordre est envoyé au commandement central des forces aériennes, l'AFCENT, comme on l'appelle. L'AFCENT était autrefois basé sur la base aérienne d'Al-Udeid, et il opérait depuis ce qu'on appelait le CAOC, le Centre combiné des opérations aériennes. Le CAOC a été fermé, je ne sais pas précisément quand, mais à un moment donné, au cours des 3 derniers mois. Il a été transféré d'Al-Udeid à la base aérienne de Shaw, en Caroline du Sud. Donc maintenant, le commandement central des forces aériennes se trouve en Caroline du Sud et non au Qatar. Ce que j'ai appris, c'est que si les ordres viennent du CENTCOM et sont transmis à l'AFCENT, alors l'AFCENT prépare le plan opérationnel. D'accord, voilà comment nous allons mener cette opération. Ensuite, ils renverraient leur plan d'opération au CENTCOM et le commandant du CENTCOM, Brad Cooper, le validerait. Puis vous savez, le secrétaire à la Défense, Hegseth, pourrait aussi le valider. Ensuite, le plan redescendrait et il l'exécuterait. Eh bien, ces 2 commandements ne communiquent pas vraiment. On m'a dit qu'ils ne sont pas réellement en communication en ce moment au sujet d'une opération. L'AFCENT fait un peu son truc de son côté. Le CENTCOM fait le sien. Donc, du côté de la planification, rien n'indique qu'une véritable opération soit en préparation. Donc, malgré les menaces de Trump et malgré certaines activités que nous avons vues comme des ambassades qui ferment, vous savez, nous avons appris hier qu'il avait été rapporté que les Allemands avaient fermé leur ambassade à Téhéran. Or, aujourd'hui, les Allemands ne peuvent pas le démentir. Non, non, nous n'avons pas cessé. Nous opérons toujours. Hier, nous avons bien eu certains signes indiquant que les P-8 survolaient soi-disant le golfe Persique. Les avions P-8 sont conçus pour mener des activités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. En gros, ils sont là pour remplacer les radars au sol qui ne sont plus opérationnels, que l'Iran a détruits. Donc, pour l'instant, il semble que, je pense que l'article du New York Times est exact. Je pense que Kane a fait son travail en tant que principal conseiller militaire de Trump. Il ne donne pas d'ordre au CENTCOM. S'il y a des ordres, ils viendraient du président par l'intermédiaire du secrétaire à la défense ou secrétaire à la guerre, Hegseth. Donc nous ne voyons pas cela pour le moment. Il semble donc que nous allons avoir une semaine paisible. Du moins, je l'espère. Quelle est la ligne de communication entre Kane et l'armée? Reçoit-il tous ces renseignements de la part des militaires?
Écoutez, Kane reçoit copie de tous les messages qui sortent du CENTCOM. Mais Kane n'est pas celui qui prend les décisions pour le CENTCOM. C'est le secrétaire à la guerre, Hegseth, qui décide. La chaîne de commandement, c'est Hegseth, puis le CENTCOM. Le chef d'état-major des armées, et Kane est à la tête de cet état-major, a, de par les textes, de par la loi, pour mission de conseiller le président, d'être son principal conseiller militaire. De dire, d'accord, voilà ce qu'il propose. Ce serait une bonne idée, ce serait une mauvaise idée. Voilà quelles en seraient les conséquences. Et il semble que Kane fasse bien son travail. Je crois que Anthony Aguilar a déjà travaillé avec Kane par le passé, et je crois qu'Anthony a dit beaucoup de bien de lui, que c'était un bon commandant, quelqu'un de correct, pas du genre à se livrer à des folies. Donc il semble qu'au moins, Kane fasse son travail et qu'il ait peut-être dissuadé Trump de le faire. Donc en gros, son rôle est d'être le principal analyste des informations qui lui parviennent, de les interpréter et de faire part à Donald Trump de sa compréhension, de sa perception. Mais c'est lui qui transmet les messages. Je veux dire, il reçoit les rapports de la Defense Intelligence Agency. Encore une fois, la chaîne de commandement passe par Hegseth. Mais les chefs d'état-major interarmés, vous savez, recueillent toutes les informations venant de la DIA, de la National Security Agency et du National Reconnaissance Office. Donc c'est là que les chefs d'état-major interarmés sont censés comprendre l'ensemble du renseignement. Ils comprennent ce qu'on appelle les informations sur l'ordre de bataille et ils peuvent donner leur avis. Si le CENTCOM arrive et dit « Voilà le plan que nous proposons », Kane peut aller voir Trump et lui dire « Je pense que ce plan est mauvais pour telle et telle raison » ou « Je pense que ce plan présente des lacunes. Il lui manque ceci, cela et cela. » Trump peut alors revenir vers Brad Cooper et dire « Hey, je ne suis pas satisfait de ça. Vous devez ajuster ceci, vous devez changer cela. » Ce genre de choses. Pensez-vous qu'ils sont encore en train d'évaluer l'attaque ou qu'ils ont, d'une manière ou d'une autre, conclu, à cause de l'intercepteur mentionné dans cet article, que la pénurie ne sera pas résolue de sitôt? Non, exactement. Ce sont les pénuries, pas seulement les intercepteurs. Les pénuries de Tomahawk, de JASSM, de tous ces missiles de précision. Quand ils les utilisent, ils ne sont pas remplacés, et leur remplacement n'arrivera peut-être que dans 3 ou 4 ans. Et donc, Kane ne se concentre pas seulement sur le commandement central, il se concentre aussi sur le commandement du Pacifique, le PACOM. Il se concentre aussi sur le commandement européen, l'EUCOM, parce que chacun a ses propres besoins spécifiques. La mission de l'EUCOM concerne la Russie. Ils doivent donc être prêts à combattre la Russie. Enfin, c'est leur rôle. Le rôle du PACOM, c'est d'être prêt à combattre la Chine. Alors ils s'assoient et se demandent « De quoi avons-nous besoin pour combattre la Chine? Avons-nous toutes les armes nécessaires pour le faire ?» Et je pense que les messages qui reviennent de l'EUCOM ou du PACOM, c'est « Mon Dieu, nos stocks s'épuisent. Vous savez, nous n'avons même pas assez de moyens pour remplir notre mission. » Oui. Larry, il y avait la guerre, l'escalade entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Hier soir, je me suis dit qu'il n'irait pas jusque-là, qu'il n'attaquerait pas Aramco. À qui avez-vous parlé hier soir? Je pensais que la réponse du Yémen, je pensais à Aramco. J'ai dit, s'ils veulent une escalade radicale, ils attaqueront Aramco. S'ils veulent y aller progressivement, faire monter la guerre d'un cran, ils attaqueront l'oléoduc, le port sur la mer Rouge. Mais ils ont attaqué les deux la nuit dernière. Non, en fait, d'après ce que je comprends, ils n'ont pas attaqué Yanbu. Il y a eu des informations en ce sens, mais elles n'ont pas été confirmées. Donc, si vous avez vu une confirmation, très bien, mais moi je ne l'ai pas vue.
Non, j'ai pas vu de confirmation. Mais ils ont bien frappé l'installation d'Aramco à Yanbu. Et vous savez, d'après ce que je comprends, c'est aujourd'hui la raffinerie pétrochimique la plus sophistiquée au monde. Les dégâts qu'ils ont causés sont donc importants. Le rapport que j'ai entendu aujourd'hui disait qu'il faudrait au moins 4 mois avant qu'elle puisse redémarrer et fonctionner à nouveau, à condition qu'il n'y ait pas d'autres attaques contre elle. Donc, vous savez, les Houthis ont vraiment infligé un gros coup dans les couilles aux Saoudiens. Et maintenant, les Saoudiens se demandent, d'accord, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que si les Saoudiens redoublent d'efforts et tentent de revenir attaquer maintenant, de frapper le port de Hodeïda, ils ont bombardé Hodeïda, mais ont affirmé qu'ils n'avaient pas touché le port. Ils ont frappé d'autres structures. Mais s'ils tentent de neutraliser Hodeïda, alors la prochaine cible de l'Iran sera les deux. Il y a 2 terminaux pétroliers à Yanbu, au nord et au sud. S'ils les détruisent, ces terminaux pétroliers sont fermés. Et quand j'ai dit raffinerie, je voulais dire terminaux pétroliers. Ces terminaux sont fermés et plus aucun pétrole ne sort d'Arabie Saoudite, ni par le détroit d'Ormuz, ni par la mer Rouge. Et cela aggravera encore davantage l'approvisionnement mondial en pétrole. Et je pense, franchement, que c'est une autre question qui pèse sur Trump, parce que je viens de recevoir il y a peu un rapport d'un expert de l'énergie qui est consultant dans le Golfe Persique. Permettez-moi de vous donner sa conclusion. L'armée américaine est en train de siphonner la marge de sécurité des États-Unis en diesel et en carburant aviation. Le gouvernement retire du carburant essentiel, de systèmes nationaux déjà affaiblis, et l'achemine par des circuits militaires et étrangers opaques. Il laisse ainsi l'économie américaine exposée au risque de pénurie. Et il y a 6 constats. Premier constat, l'armée américaine siphonne le matelas de sécurité énergétique nationale. Les achats prioritaires, les questions d'inventaire militaire, les programmes militaires étrangers et les exportations qui alimentent des plateformes à l'étranger puisent tous dans le même réservoir stratégique de carburant. Les appellations diffèrent. Le résultat économique, lui, ne change pas. Du carburant est prélevé sur la marge de sécurité nationale et transféré à la machine de guerre. C'est le premier point. Deuxièmement, ce détournement se produit alors qu'une pénurie avérée est en cours. Du 1er mai au 17 juillet, il restait aux États-Unis 161 millions de barils de distillat et de carburant aviation, soit 1 900 000 barils par jour. Disons donc 2 millions. Les stocks nationaux de distillat étaient inférieurs de 22% à la norme de 2015 à 2019. Les stocks de la côte Est étaient inférieurs de 51%. Washington exportait des carburants essentiels, alors que la côte Est disposait de moins de la moitié de sa marge de sécurité d'autrefois. Troisièmement, Rotterdam est le point de transfert discret. Les registres d'avril montrent que 8 600 000 barils de pétrole ont été envoyés aux Pays-Bas. Sur ce total, 8 800 000 barils de distillat, 644 000 barils de carburant aviation et 3 000 barils de kérosène. La quasi-totalité du distillat destiné aux Pays-Bas contenait moins de 15 parties par million. Rotterdam est une plateforme de transbordement. La trace publique américaine s'arrête avant l'acheteur ultérieur et l'utilisateur final. 4. Le système de comptabilité militaire dissimule la destination. Les données publiques regroupent le Jet A et le JP-8, alors qu'il s'agit de 2 carburants d'aviation différents. Les expéditions admissibles destinées aux forces armées peuvent être exemptées de déclaration EI, et aucun registre public ne rapproche les exportations commerciales des sorties militaires, des livraisons à l'étranger et de la consommation opérationnelle. 5.
Les contribuables américains subventionnent Israël alors que l'Amérique manque de carburant. Washington maintient pour Israël un dispositif actif d'approvisionnement en JP-8 au sein d'un système d'aide militaire financé par les contribuables. Les livraisons directes sont visibles. Il est probable que des approvisionnements supplémentaires transitent par les Pays-Bas. Le gouvernement ne divulgue pas les cargaisons indirectes exactes. Et au final, la machine de guerre reçoit le carburant, tandis que l'Amérique en subit les conséquences. Le transport routier américain, le rail, l'agriculture, le chauffage et l'aviation civile se retrouvent avec des marges de sécurité épuisées et un risque de perturbation. Les opérations militaires et étrangères bénéficient d'un accès prioritaire. Ce n'est pas du commerce ordinaire, parce qu'au-delà d'une réserve pourtant saine, il s'agit d'un transfert de carburant stratégique dirigé par l'armée au détriment de l'économie américaine. Donc, l'ensemble de ces éléments explique peut-être aussi pourquoi Trump hésite à poursuivre les frappes militaires. Larry, ne pensez-vous pas que le comportement de l'Arabie saoudite est d'une certaine manière très étrange? Parce que concernant le détroit d'Ormuz, on peut dire, et c'est ce que nous avançons, que les États-Unis exercent peut-être des pressions sur eux. Pensez-vous que ce soit la même chose dans le cas du Yémen? Les États-Unis les contraignent-ils à attaquer le Yémen? Ou est-ce leur décision, leur analyse et en quelque sorte leur stratégie? Ce sont peut-être les Israéliens qui les y encouragent. Vous savez, si les États-Unis ont encouragé les Saoudiens, eh bien mon Dieu, quelle suggestion stupide. Parce qu'ils ne se sont pas assis pour se demander, d'accord, si les Saoudiens ripostent, est-ce que le Yémen a beaucoup d'infrastructures sophistiquées, de raffineries avancées et d'immenses champs pétroliers qu'ils peuvent faire sauter? Non. Vous savez, on appelle ça donnant-donnant. Il n'y a pas beaucoup de répondants au Yémen, mais il y en a énormément en Arabie saoudite. Et comme on l'a vu, la frappe contre cette raffinerie pétrochimique à Jizan, la nuit dernière, a fait mal à l'Arabie saoudite, très mal. Et les dégâts vont durer 4 mois. Août, septembre, octobre, novembre. Ils ne retrouveront peut-être pas la normale avant décembre, si tant est qu'ils y parviennent. Donc, si les Saoudiens décident d'escalader, le Yémen va s'en prendre à Yanbu. Ils détruiront ces terminaux pétroliers, les terminaux nord et sud de Yanbu. Et alors, l'Arabie saoudite n'aura plus un flux de trésorerie provenant du pétrole. Ils ont riposté en attaquant les montagnes au Yémen. Les États-Unis ont frappé ces montagnes à plusieurs reprises. Je me souviens de chaque fois où ils étaient là. Oh mon Dieu, ces montagnes. Je suis sûr qu'elles avançaient progressivement vers le nord. Elles allaient franchir la frontière. Écoutez, c'est ridicule. Je suppose que les États-Unis les ont frappés avec des bombes anti-bunker, si je ne me trompe pas, Larry. Oui, c'est bien ça? Je n'en avais pas entendu parler. Qu'est-ce qu'ils ont frappé? Je ne sais pas. Parce qu'ils pensent que les missiles, toutes ces villes souterraines sous les montagnes. C'est pour ça qu'ils frappent les montagnes. Parce que tous ces missiles sont sous les montagnes. C'est pour ça qu'ils essayent de faire ça. Oui, et quel résultat cela a donné pendant les 18 premiers mois avec l'opération Prosperity Guardian suivie de Rough Rider? Est-ce qu'ils ont arrêté les missiles Houthis? Non, ils n'en ont même pas été prêts. Je suppose qu'ils n'ont rien touché, parce qu'il n'y a eu aucune réponse du Yémen après cette attaque. On dirait qu'ils n'ont rien pu atteindre, peut-être l'entrée des tunnels, mais il ne se passe rien dans le dossier yéménite. Il n'y a eu ni représailles ni réponse, comme je l'ai dit. Cela veut dire que,
Mais au bout du compte, Larry, regardez la mer Rouge aujourd'hui. L'Arabie saoudite va-t-elle continuer ce jeu de représailles? Eh bien, je ne sais pas. Well, I don't know. But if they do, Mais s'ils le font, eh bien, vous savez, je l'ai expliqué. Quelle est la grande cible? Les Saoudiens peuvent s'en prendre à Hodeïda ou à l'un des aéroports. S'ils le font, les Houthis vont riposter. Je pense qu'ils frapperont les terminaux pétroliers de Yanbu. Ils pourraient aussi revenir et décider de causer bien plus de dégâts à Jinsa, vous savez, frapper d'autres parties du site et peut-être vraiment détruire toute l'installation. Ils devraient alors envisager des années de reconstruction et pas seulement des mois. so they'd be looking at years rebuilding it, not just months.